Salut chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux sciences de données. C'est quoi une science de données? La science de données est un domaine multidisciplinaire qui utilise des techniques qui peuvent être statistiques, informatiques et même mathématiques pour extraire des informations utiles à partir des données brutes. Les différents éléments pouvant intervenir dans une science de données sont les suivants: la collecte des données, le nettoyage des données, l'exploration et l'analyse des données, la modélisation des données, la validation et l'évaluation des données, la visualisation et la communication des résultats, la prise des décisions. Bon, pour résumer tout ça, la science, nous pouvons dire que la science de données est une approche systématique pour extraire des connaissances utiles à partir des données brutes, en utilisant des techniques de collecte, nettoyage, analyse, de modélisation, de validation, de visualisation, de communication. Après tout ceci, la prise de décision. Une fois cela dit, nous allons passer à un cas pratique où nous allons vous présenter une donnée et ses différents éléments. Bon, nous allons nous rendre sans plus tarder sur notre Google Chrome qui est juste là. Nous voyons que nous sommes déjà dans notre espace Kaggle. Donc, si vous ne savez pas comment vous rendre, vous allez juste taper sur l'espace de recherche Kaggle. Et là, vous aurez un espace qui va s'ouvrir et vous aurez accès à plusieurs types de données. Dans notre cas d'étude, nous allons prendre cette donnée, l'expédition du e-commerce. À propos de cet élément, nous pouvons voir que c'est une donnée d'une entreprise de commerce électronique internationale basée et qui souhaite découvrir des informations clés à partir de sa base de données des clients. Ils veulent utiliser certaines des techniques d'apprentissage automatique les plus avancées pour étudier leurs clients. L'entreprise vend des produits électroniques. Vous pouvez également télécharger la donnée en appuyant ici sur télécharger et le téléchargement se fera automatiquement. Attendez, on voit que ça charge. Vous appuyez là sur télécharger et le téléchargement est terminé. Vous pouvez tout de même aussi ouvrir cette donnée pour voir. Et notez que cette donnée, c'est une donnée qui s'affiche sur un document Excel que nous pouvons voir là. Voici les différents éléments que nous avons dans notre donnée. Nous avons customer, nous avons les customer care call, les customer rating, les prior usage, le distance et différents autres éléments. Pour le cas de notre donnée, nous pouvons voir que les éléments de la colonne A, qui est là, des customer care calls, sont des données numériques, vu qu'ils sont des nombres dans des données numériques. Et nous ne pouvons pas dire qu'ils sont des données numériques vu qu'il est aléatoire. Nous avons tout simplement dit que ce sont des données numériques. Les customer rating, également des données numériques, qui varient. Les prior purchase, ils sont des données numériques également, qui ne se suivent pas et ne se suivent pas. Les discount offer, également des données numériques. Les weight dans la taille en grammes, également des données numériques. Les warehouse blocks, eux, ils sont des lettres. Donc, nous pouvons les classer dans le type de données. Nous pouvons les classer dans les classes des données nominales, vu qu'ils sont des lettres. Le mode of shipment, ça, nous allons le classer dans la donnée qualitative, car il donne la qualité du produit. Product importance, on donne l'importance du produit, si c'est grand de taille, ou bien c'est moyen, ou bien c'est faible. Nous pouvons aussi les classer dans la classe des données qualitatives. Nous avons le genre, lui aussi on peut le classer dans la qualité qualitative, car il qualifie la personne, si c'est une personne masculine ou féminine. La classe, là, ce sont des données numériques.
Parvenu sur notre espace de travail Kaggle, nous allons maintenant vous présenter les différents éléments constituent cette donnée dans l'exploration et l'analyse des données. Pour s'y rendre, nous allons partir sur référence ou en anglais code. Nous allons chercher où c'est noté EDA. Dans ce cas, nous l'avons ici, juste là. Mais notez que une donnée peut avoir plusieurs EDA. Vu que ce sont les analyses de personnes, une donnée peut avoir plusieurs EDA. Dans notre cas, voilà notre EDA. Nous avons les différents codes, les différents éléments, les informations sur les tableaux, des graphes, des histographes et plusieurs des différentes informations sur toute la donnée. Bon, nous allons maintenant vous présenter ce que font ces différents codes dans cette donnée. Prenons maintenant ce premier code. Oui, celui-ci. Ce code est destiné à être utilisé dans un environnement Kaggle. Il commence par importer plusieurs bibliothèques à utiliser pour l'analyse des données, notamment NumPy, Pandas, Plotly, Seaborn, Matplotlib, SciPy, OneHot Encoder, Ordinary Encoder et Make-Column Transfer. Il utilise également les boucles parcourues par les répertoires Kaggle/input et affiche les fichiers présents dans ce répertoire. Nous pouvons le voir ici, le répertoire Kaggle. Là, j'ai juste noté Kaggle/input shipping commerce.csv. Concernant ce deuxième code, lui, il fait référence. Donc, on cherche à donner dans la data frame qui sera utilisée par la suite pour toutes les autres analyses. Pour ce troisième code, il nous sort les 5 premières lignes de notre tableau. Donc, nous pouvons le voir ici. Nous avons les 5 premières lignes. De 0 à 4 dans les 5 premières lignes. En fait, c'est ça que dataframe.head fait. Il affiche les 5 premières lignes du tableau. En quatrième position, nous avons dataframe.info. Ici, il nous sort les informations liées aux différents éléments des colonnes. Nous avons, par exemple, à la colonne Custom Care Call. Ici, nous affiche le nombre d'éléments, donc 10 998. Nous affiche si les éléments sont nuls ou non nuls, s'il y a des données manquantes ou pas. Et là, nous voyons que nous n'avons aucune donnée manquante. Et là, nous donnons le type int64, donc c'est une donnée numérique. En deuxième position, nous avons Custom Rating, qui a aussi également 10 998 éléments, tous non nuls, également numériques. Nous avons Warehouse Block, qui a aussi 10 998 éléments non nuls. Mais là, nous avons noté là que c'était un objet. Nous pouvons aussi également voir que cette donnée contient 10 colonnes. Qui est là, 10 colonnes. Je pense que c'est tout ce qu'on peut dire sur dataframe.info. Passons à la suite. df colonne. df colonne, lui, nous donne l'entête de chaque colonne. En fait, le nom de chaque entête. Nous avons 10 entêtes, donc custom care call, custom rating, priority pushage, discount offer, weight in GMS, warehouse blocks, mode of shipment, product importance, gender, class, type. Nous avons les différents éléments. À la suite, nous avons ce code. Lui, il semble être un script Python qui effectue une analyse statistique descriptive basée sur certaines colonnes d'une data frame en utilisant une boucle for. Le script utilisé est appelé mainList. Nous pouvons le voir ici, mainList, qui contient des noms de colonnes pour lesquelles nous voulons calculer les statistiques descriptives de base, les scripts parcourus, ensuite les listes à l'aide des boucles for. Pour le nom de colonne dans la liste, le script calcule les valeurs minimales. Là, les valeurs minimales, la valeur min, on le voit ici, la valeur min, maximale et la moyenne.
Nous les avons ici for colonne. Nous avons min value, max value et min value. Et il nous renvoie le maximum, le minimum et la moyenne des colonnes sélectionnées au niveau de main list. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5. 5 colonnes. Là, nous avons par exemple dans Customer Care Calls, nous avons 2 comme le minimum de cette colonne. Nous avons 7 comme le maximum et la moyenne est de 4,54. Et également, pour les autres, nous pouvons le voir. Customer Rating 1, comme minimum. Maximum de Customer Rating c'est 5 et la moyenne est de 2,99. Par la suite, nous avons ce code for colon call name in min list. Lui, quant à lui, il utilise la boucle for qui parcourt 3 premiers éléments de la liste main list en utilisant la syntaxe tranche. La syntaxe de tranche de liste. Donc, les 3 éléments, nous pouvons le voir ici. Main list 0,3, ça veut dire que les éléments sont compris entre 0 et 3. Pour chaque nom des colonnes de cette tranche, le script utilise une fonction countPlot de 6 bornes pour tracer l'histogramme de la distribution des valeurs des colonnes. La fonction countPlot distribue des valeurs de colonnes. La fonction de countPlot compte le nombre d'occurrences et chaque valeur et les affiches sous forme d'histogramme. Là, nous pouvons le voir. Désolé, on va recharger la page. Là, nous pouvons voir les différents histogrammes. Nous voyons bien que nous avons 3 histogrammes. Nous avons pour les Customer Care Call, le premier élément de Mendes, nous pouvons le voir ici. Customer Rating, 6 histogrammes. Du deuxième élément de l'élément Mendes. Et Priority Purchase, son troisième élément. Nous allons passer à cette ligne de code, in 8. Get list. Lui, quant à lui, utilise la boucle for, parcourt chaque élément de la colonne de liste, classe list. Pour chaque nom de colonne, le script utilise countPlot de 6 bornes pour tracer l'histogramme de la distribution des valeurs de la colonne. La fonction countPlot compte des nombreuses occurrences de chaque valeur et affiche sous forme d'histogramme. Après avoir tracé l'histogramme, pour chaque colonne, le script utilise la fonction plotShow de Matplotlib pour afficher les histogrammes. Nous pouvons voir les différents histogrammes là. 1, 2, 3. Histogramme de Warehouse Block, appelé ci-dessus. L'histogramme de Mode Shipment et l'histogramme de Product Import et l'histogramme de Gender. Passons au code suivant. Le code suivant est DataFrame dash colon. Ici, il nous affiche les différents éléments des colonnes, différentes entêtes des colonnes. Nous pouvons voir Customer Care, Customer Rating, Priority Purchase, Discount Offer. Et nous l'avons présenté ci-dessus. Juste là. Il se répète juste. Le code suivant, quant à lui, DataFrame. Point. Lui, cette commande calcule la matrice de corrélation pour la colonne Customer Care Call, Customer Rating, Priority Purchase, Discount Offer, Weight in GMS et Class d'une data frame. La méthode curl, cette méthode def_curl, juste là, df.curl, est appliquée sur une data frame qui contient uniquement ces colonnes. Cette méthode calcule les corrélations de Pearson entre toutes les paires de colonnes. La corrélation de Pearson mesure la relation linéaire entre deux variables continues. Les variables de corrélation peuvent varier de -1 à 1, où -1 indique la corrélation négative et 1 indique la corrélation positive.
Passant au code suivant, nous pouvons voir ici les différents éléments. Nous avons les corrélations négatives ici en bas, les corrélations positives ici en haut, séparées par une diagonale en 1. Ici, nous avons les corrélations positives et là, les corrélations négatives. Prochain code, le code ici en IN2, IN12. Ce code calcule le test du guide pour les colonnes de la liste DF4, la liste déclarée ci-dessus. La boucle for pour chaque nom de colonne de la liste DF4. Pour chaque des colonnes, le script utilise une fonction crossTab de pandas pour calculer la table de contingence entre cette colonne et la colonne classe. On le voit ici, la colonne et la colonne classe. Nous avons là la fonction crossTab. Dans le code suivant, ici nous avons in15. Ce code divise la data frame en deux parties. Une partie contenant trois colonnes: customer rating, discount offer et product importance, stockées dans les variables x, stockées dans x. Nous pouvons le voir là. Nous avons stocké dans x. Et une partie contenant la colonne classe, stockée dans y. La première ligne extrait trois colonnes de rating, discount et product importance de la data frame en utilisant la syntaxe tranche data frame. Nous passons à la suivante. Ce code in16. Et quant à lui, ce code applique une transformation de mise à l'échelle de toute colonne de x en utilisant la méthode min-max-scaler. Nous pouvons le voir là, min-max-scaler de la bibliothèque scikit-learn. La première ligne importe ici. Il importe la bibliothèque min-max-scaler. La classe min-max-scaler est utilisée pour mettre en échelle les valeurs d'une variable numérique. Intervalle spécifique par défaut. La deuxième ligne, quant à elle, crée un objet de la classe min-max-scaler. La troisième ligne, là, la troisième ligne, scaler.fitx, lui, utilise la méthode de fit de scaler pour calculer la plage de valeurs de chaque colonne de x. Cette méthode calcule les limites de la plage de valeurs pour chaque colonne de x et les stocke dans scaler défini précédemment. Passons au suivant. Nous avons ici from scaler. Ce code divise les méthodes de mise en l'échelle en ensemble d'entraînement de tests à l'aide des fonctions de train text split. On le voit ici, train text split. Première ligne, elle importe la bibliothèque train test split de la bibliothèque scikit-learn. La fonction train test split est utilisée pour diviser les données en ensemble d'entraînement et de tests. Au niveau de notre deuxième ligne utilise la fonction train test split pour diviser les données mises en l'échelle en un ensemble d'entraînement et de tests. Ces paramètres passent en fonction de xscale, nous pouvons le voir là, xscale, y qui est là. Nous avons test size qui est égal à 0,3. Nous avons là, nous avons random stats. Suivant, nous avons ici in18. Ce code entraîne un modèle de régression des statistiques en utilisant les données d'entraînement xtrain et ytrain. On le voit ici, xtrain, ytrain. La première ligne, cette première ligne, elle importe la bibliothèque logistic regression. La bibliothèque logistic regression. Notre deuxième ligne crée un objet CLF de la classe de logistic regression. Notre troisième ligne là utilise la méthode de fit vue précédemment de CLF pour entraîner les modèles de régression logistique. Cette méthode
prend les méthodes d'enchaînement Xtrain, YStrain, comme entrée et ajoute les modèles des données en utilisant la méthode de régression. Nous pouvons voir ici méthode de régression. Passons à la suite. Ce code utilise le modèle de régression logistique entraîné précédemment pour faire prédiction sur les données des tests, notamment celui de Xtest. On le voit là, Xtest. Le code suivant, lui, il calcule les précisions du modèle en comparant les prédictions YPRED avec les valeurs réelles YTest. On le voit ici, occurrence. C'est ça que fait occurrence score. Donc, il teste la valeur entre YPRED et YTest en utilisant les matrices de précision occurrence. On le voit là. Cette première ligne, elle importe notre bibliothèque occurrence score. Notre deuxième ligne, quant à elle, utilise la fonction occurrence score de la bibliothèque scikit-learn. La fonction occurrence score est utilisée pour calculer la précision d'un modèle de classification. Quant à notre troisième ligne là, elle affiche la progression du modèle en pourcentage en utilisant la méthode format pour formater la chaîne de caractères. Nous pouvons voir ici l'occurrence score qui est de 61,42%. Passons au code suivant. Je pense que c'est le dernier. Le code suivant, quant à lui, crée une matrice de confusion à l'affichage sous forme d'une heatmap, dans une carte de chaleur, à l'aide du bibliothèque scikit-learn, matplotlib et Seaborn. La première ligne là importe la fonction confusion matrix de la bibliothèque scikit-learn. La confusion matrix est utilisée pour calculer les matrices de confusion d'un modèle de classification. La deuxième ligne, quant à elle, utilise la fonction confuse matrix pour calculer la matrice de confusion en utilisant les prédictions YPRED et YTest. La troisième ligne, quant à elle, crée une nouvelle figure à l'aide de figure et de PLT de la bibliothèque matplotlib. La quatrième ligne ici, quant à elle, utilise la fonction heatmap de Seaborn pour afficher la matrice de confusion sous forme de heatmap que nous pouvons voir ici. Ici c'est notre heatmap. Pour la fonction heatmap prend les matrices de confusion CF comme entrée et affiche les valeurs de la matrice sous forme de couleurs. Nous pouvons le voir ici, nous avons 3 couleurs différentes et nous pouvons voir ici le degré de chaleur. La cinquième ligne ajoute l'étiquette d'axe pour les prédictions de la cible, respectivement X label et Y label de matplotlib. La septième ligne, quant à elle, ajoute le titre de la heatmap en utilisant la méthode title de matplotlib, PLT title. Donc notre titre, dans ce cas confusion matrix, nous pouvons voir ici affiché au-dessus de la heatmap. Ceci dit, vous avez maintenant vu tous les éléments pour pouvoir analyser une donnée de manière efficace et sûre. Bon, pour un cas simple, on va prendre un cas pratique. On va vous montrer comment afficher toutes ces données dans un compilateur Python. Allons dans notre espace Colab. Nous allons tout d'abord importer notre fichier à analyser. Pour ce faire, nous allons passer en mode ordinateur sur notre téléphone, car pour avoir une meilleure angle de vue des différents composants de Colab. Là, nous allons importer la bibliothèque Drive, le Google Drive dans notre Colab, en fait, pour accéder à notre donnée. Notez que pour pouvoir accéder à la donnée, vous devez importer votre fichier,
Kaggle que vous aurez téléchargé dans votre driver. Ensuite, accéder à votre driver pour pouvoir avoir accès à votre données. Une fois notre drive importé dans Colab, on voit ici les différents éléments de notre drive. Nous allons les ouvrir là où se trouve notre élément. Nous pouvons le voir ici. Nous allons ensuite copier le chemin d'accès. Donc copier son chemin d'accès pour pouvoir avoir accès à tous ces éléments et pouvoir analyser la donnée. Par la suite, on importe notre bibliothèque Pandas, puis on trouve notre chemin d'accès. Donc on écrit pdroot-csv et on importe également on met notre chemin d'accès dans notre donnée. Comme nous pouvons le voir ici, content driver my drive, c'est toujours dans cache my system shippingdata.csv. Dans notre cas de figure, nous allons prendre un programme plutôt simple. Nous allons ici des data frame info. Nous allons le copier. Puis nous allons venir voir ce qui nous affiche juste là. Si c'est que cela correspond vraiment à ce que on a sur notre EDA. Nous voyons bien que il correspond. Voyons qu'il correspond à ce que nous avons là. Il correspond. Nous allons prendre un autre exemple. Nous allons prendre par exemple ici dataframe.head. On le copier. Nous allons venir le coller également ici. Pendant que ça charge, ouais. Vous voyez qu'on a exactement les 5 premières colonnes. Donc, avec tous ces éléments, vous pouvez analyser n'importe quelle donnée obtenue sur Kaggle. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de liker, partager ceux qui voudraient vraiment étudier les sciences de données et comprendre leur fonctionnement.